Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier épisode hors série inclusion du balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, La Relève au micro. Mon nom est Tracy Pollotte, je suis chef de programme et outreach pour la Fondation Dynastie et je suis aussi bénévole chargée de contenu pour le comité idéation et contenu. On est aujourd'hui ici avec Prima Mabonzo, qui est consultante en TIC, technologie d'information, et aussi fondatrice de Kissina Déco. Bienvenue! Bien, merci. Merci beaucoup, Tracy. Merci d'être avec nous. Prima, Hello, Tracy. bienvenue au Oh, podcast. merci. Tout le plaisir est pour moi. Non, mais le plaisir est pour nous. On a eu la chance de se rencontrer virtuellement, puis je dois te dire, ton énergie est débordante. Merci, Tracy. Je sais que les gens vont pouvoir être vraiment inspirés par ton parcours. Et avant de parler un peu plus de Prima, la reine du réseautage, je me demande qui était Prima à 10 ans? Ta personnalité, ton énergie. En fait, Prima, à 10 ans, est pas mal la personne qu'elle est aujourd'hui, sauf Mm. qu'elle parlait beaucoup plus. Ah On va dire ouais. ça comme ça. Je pense quand je regarde aujourd'hui, quand je fais une petite rétrospective, j'ai gardé la même énergie, j'étais curieuse, très dégourdie. Et d'ailleurs, à l'âge de 11 ans, j'ai quitté mon pays toute seule. Mm. Mes parents m'ont mis dans un avion, je suis allée étudier au Bénin. Toute Oui, seule. moi, je suis originaire du Congo, donc Mm. l'Afrique centrale, je suis allée au Bénin, donc c'est Mm. bien parce que j'étais assez dégourdie, assez curieuse, toujours partante, je posais des questions pour tout, donc je pense que je suis restée la même personne, avec plus de maturité, on va dire. J'imagine. Puis ton expérience, je ne savais pas du tout, puis je trouve ça intéressant parce que je pense que on parle, je le mentionne encore, reine du réseautage. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais à 11 ans, tu prends l'avion, tu pars au Bénin. Exact. Est-ce que tu connais du monde au Bénin? Mes parents avaient des amis qui sont aussi aujourd'hui devenus de la famille, qui m'ont accueilli au pied de l'aéroport, le papa, donc je l'appelle aussi aujourd'hui papa, j'en ai beaucoup de papas, et il m'a amené dans un internat, un pensionnat, c'est comme ça Mhm, qu'on dit ici, hein, la mhm. culture, à 45 kilomètres de la ville de Cotonou, et je suis restée là-bas avec d'autres personnes de mon âge, et j'ai été scolarisée là-bas. C'est là que j'ai commencé mon aventure, en fait. Ton aventure, hein, de rencontrer des gens, De comment t'as... rencontrer des gens, de vivre, on peut dire, seul, de vivre différemment, une aventure, un parcours qui est assez atypique parce on va pas se mentir, c'est pas tous les enfants de 11 ans qui prennent, l'avion tout seuls pour aller de l'autre côté, Dans un autre pays. étudier dans un autre pays. Donc moi, ça a été ça mon parcours et c'est certain que ce moment était un moment marquant de ma vie parce Mm. que jusqu'à ce jour, je ne suis plus retournée vivre avec mes parents au Congo. Ah J'ai poursuivi ma route. ouais. Est-ce que tu te rappelles d'un moment plus jeune? Parce que j'imagine, est-ce que tu avais un genre d'encadrement ou, puis qu'est-ce que je veux dire par ma question? C'est, des outils ou des façons de t'aider à pouvoir, t'immerser dans ton milieu, connecté avec les gens à un si jeune âge? Oui, je dirais oui déjà, ma personnalité et j'ai eu le privilège d'avoir des parents qui avaient compris ça Mmh. et qui m'ont laissé m'épanouir, même si de temps en temps ma mère me disait: «Tais-toi, tu parles beaucoup comme une radio». Ça arrivait quand même, mais de manière générale, mes parents ont compris et me laissaient m'épanouir en Mmh. me laissant aller chez des cousins, en me laissant aller passer, du moment avec leurs amis. Vraiment toute mon enfance, a baigné dans l'amour, la Mmh. compréhension et surtout en me laissant être qui je suis. Quand Mmh. ça se passe, tu le réalises pas, mais Mmh. aujourd'hui, des années plus tard, tu comprends. Mmh. Donc tu as dit un mot, débrouillard, Oui, si j'ai bien entendu. oui. La débrouillardise t'a amené éventuellement à déménager encore et pour tes études. Encore et encore, en fait, ça s'est poursuivi. Donc, Mmh. je remets les choses rapidement dans leur contexte. On est en l'an 2000, on est au lendemain de la guerre civile au Congo-Brazzaville. Mmh. Et donc, au début, c'était juste partir à cause de l'après-guerre, juste quelque temps. Mais une chose en emmenant une autre, jusqu'aujourd'hui, nous sommes ici et je suis au Canada, nous sommes en 2025. Mmh. Donc, c'est la débrouillardise, c'est l'adaptation, c'est cette soif, cette curiosité de toujours partir qui a fait que mes parents ont compris, puis Mmh. ils ont accepté, Mmh. ils m'ont laissé continuer. Je sais que, il y a beaucoup de belles choses qui sont ressorties de ton parcours, mais je ne peux pas m'empêcher de demander pour les gens quittent pour tout plein de raisons. Souvent, on quitte, nos pays parce que, on aime nos pays, on aime notre culture, on aime les gens avec qui nous entourent, mais des fois, on doit faire des choix difficiles et quitter notre terre natale et pour toi, je me demandais, est-ce que tu avais cet attachement-là et comment tu l'as vécu? À 11 ans, moi, quand on m'a annoncé que je partais à Cotonou, moi, j'étais contente de partir. OK. J'avais 11 ans, j'étais contente de prendre l'avion puis de m'en aller Mmh. jusqu'à ce que j'arrive dans cet avion.
puis qu'il se ferme et qu'il décolle et que je regarde mon père. Et là, j'ai compris. Mm. En fait, j'ai réalisé ce qui se passait Mm. et j'ai fondu en larmes. Mm. Donc, c'est sûr que oui, de par ma personnalité, j'avais cette soif de partir. Aujourd'hui, je peux comprendre. Mais oui, ça vient avec son lot de peine. Ça serait faux de penser que tout est facile, tout est rose. Ça vient avec son lot de larmes aussi. Ce qui fait la beauté de la vie aussi. Il y a des hauts, il y a des Il y a des bas. hauts et des bas. Et quelle est ta relation, parce qu'on va éventuellement parler justement de ton arrivée ici au Québec, dans la ville de Sherbrooke. C'est quoi ton sentiment d'attachement entre les différentes villes que tu as vécues? Parce que je pense qu'il y a toujours cette idée-là aussi qu'on quitte pour aller quelque part. Cette relation-là, cette dynamique-là, on la comprend différemment. Exact. On l'internalise aussi différemment. Exact. Elle était comment pour toi? Pour moi, ça va être les gens. C'est vraiment les gens qui vont toujours venir faire la différence dans tous les endroits où j'ai vécu, tous les endroits où j'ai passé du temps. J'ai pu créer des liens avec les gens pour le temps qui m'était imparti. Donc, j'ai commencé par le Bénin, 6 ans, j'ai le Sénégal, 5 ans. J'ai travaillé aux États-Unis, au Grand Canyon, où j'étais avec d'autres jeunes qui venaient de partout dans le monde avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous dire vraiment, pour répondre à cette question, c'est vraiment les gens, je vais te dire, Tracy, qui font la différence et qui finalement nous attachent à un endroit ou nous attachent à des moments précis de notre vie. Pour la petite anecdote, une amie du Bénin, à cette époque, on s'était perdu de vue toutes ces années, elle est venue vivre à Montréal. On est dans le même immeuble, ça fait 6 mois. Elle est venue à Montréal parce qu'elle m'a dit, Prima, je sais que tu étais à Montréal. Je l'ai accueillie, mais on s'est laissé pour la dernière fois en 2004, 2005. Wow. Il y a Vous 20 voyez, ans. donc il y a 20 ans exactement, 20 ans plus tard, si on me l'avait dit, je n'aurais pas cru. Mais ça, c'est parce que la puissance de la relation, l'authenticité de la relation et parfois même l'adversité Mhm. fait que les personnes sont soudées et ce, même après le temps. C'est Mhm. après autant de temps. Et ça fait écho, je pense, au bout d'histoire que tu nous as partagé parce que tu as une jeune mais belle et longue vie que tu as vécue déjà jusqu'à présent. Tu arrives à Sherbrooke et qu'est-ce qui se passe? J'arrive à Sherbrooke, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pour des études de second cycle et au début, c'est certain, comme tout le monde, on est très focusé sur l'école. Donc, le seul public auquel on est exposé, c'est le public estudiantin. Ça, c'est correct. Ensuite, quelques mois passent, puis là, moi, il y a cette soif de toujours connaître du monde, de parler avec les gens. Et je me suis dit, par où je commence? Je me suis mise chez moi sur mon ordinateur. J'ai tapé sur Google à l'époque Mm. et j'ai sorti la liste de tous les organismes de Sherbrooke et j'ai envoyé mon CV et une lettre de motivation à chacun d'eux. À l'époque, je dirais une vingtaine. Pas de réponse. Un seul organisme m'a répondu. Je suis partie. J'ai cherché sur Google. J'ai imprimé les plans à l'époque. Hein. On imprimait sur Google. Puis je suis arrivée. La dame m'a accueillie. Elle m'a entendu parler. Puis elle m'a dit, j'ai pas de place pour toi dans mon organisme, mais je sais là où tu dois partir. Tu dois aller à la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. Et elle va me mettre l'adresse et je vais m'y rendre. Elle avait raison. C'était vraiment une fédération des communautés culturelles qui existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, je les salue, les personnes qui sont là. Et mon parcours a commencé là. Mon networking, on peut dire, à Sherbrooke, hors de la communauté estudiantine, a commencé à ce moment-là. J'ai commencé à m'impliquer avec, à l'époque, le Forum Jeunesse Estrie, où j'ai rencontré d'autres personnes qui n'étaient vraiment pas dans le milieu estudiantin. Et on sélectionnait des projets pour les jeunes pour avoir du financement. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, je veux dire, dans un contexte sherbrookois, dans ma communauté d'accueil au Québec. C'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que je me rappelle quand j'ai voulu retourner aux études au début de ma vingtaine, j'avais ce besoin de connecter aussi, connecter en dehors de la bulle que je connaissais, connecter en dehors de l'univers, le petit univers que je m'étais forgé en tant que jeune adulte. Et j'ai fait la même chose. Je me suis dit, je connais personne, je sais pas, je vais juste fouiller, puis j'ai appliqué à tout plein de trucs, une centaine de trucs, puis il y a une association qui m'a rappelé. Et c'est de là que mon parcours aussi a commencé. Donc, je trouve ça super inspirant ce que tu partages parce que quand on a ce désir-là de se lancer dans quelque chose, il faut essayer, puis il faut essayer quand même assez fort. Puis, il y a toujours ce 1% de retour. Exact. Si tu t'envoies à Faut pas se 10, décourager. Faut vraiment pas se décourager. Mais c'est celui-là où il y aura ta place, ou du moins ta place pour débuter, te donner les ailes pour pouvoir voler. exactement. Puis, tu parlais justement de ta première expérience de networking au sein de ce forum-là. Exact. Comment tu la décrirais? Comment ça s'est passé? Je vais être honnête avec toi, Tracy. Moi, quand je regarde mon parcours, ça a été un peu l'histoire de ma vie. Arriver à des nouveaux endroits, puis apprendre à connaître les gens. À chaque fois, c'est simplement les personnes qui changent.
pas le problème. Le cas du Québec, c'était vraiment que c'est quand même très loin de l'Afrique. Donc, cette nouvelle communauté d'accueil, je ne la connaissais pas tant. Quand j'arrive à la Fédération des communautés culturelles, c'était quand même des personnes qui vivaient ici depuis vraiment une vingtaine d'années déjà, mais qui venaient d'Afrique. Cette proximité a cette double culture a Ouais. installé une certaine proximité qui a facilité les choses. Mhm. Donc, je vais dire que le vrai networking hors de ce petit cadre a été avec le Forum Jeunesse Estrie, où c'était vraiment des personnes de Sherbrooke. Mhm. Et je dirais que ça s'est bien passé. Pour moi, en tout cas, à mon sens, j'en garde un très beau souvenir. Mais il faut dire que c'est certain que le choc culturel, la manière de faire, c'était très formel. Moi, Mhm. je veux dire que c'est ça que j'ai vu au tout début. C'était très formel comparé à ce que je connaissais, qui était beaucoup plus informel. Mm. Puis pour toi, est-ce que tu parles de formalité informelle, formelle, c'était quoi les grandes distinctions pour toi que tu... On va arriver à l'heure. OK. On va avoir préparé les sujets. Mm. On sait exactement, on a un agenda qu'on a Mhm. déjà reçu. Formel, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, quand on arrive, l'heure, c'est l'heure. On a une pizza, oui, mais on ne s'éloigne pas de l'ordre du jour. Mhm. Donc, le côté formel, il faut que le côté vraiment encadré, ça, c'était nouveau. C'était Mhm. vraiment différent de ce que j'avais connu auparavant. Et est-ce que cette expérience-là t'a aidé à t'immerser d'une façon ou d'une autre de la culture d'ici? Oui, Est-ce que c'était totalement. impératif pour Je me toi? souviens d'une conversation que j'ai eue avec une amie quand je suis sortie de là pour la première fois. Je l'ai appelée, elle était à Toronto. On était des étudiants, moi j'étais à Sherbrooke, elle est à Toronto. Puis là, je lui dis, oh, tu sais quoi, quand j'étais assise à cette table, je me suis dit, ça c'est moi qui lui dis, c'est là que je veux m'asseoir. Je veux m'asseoir là où les décisions se prennent. Big Fait que words. moi, à ce moment-là, justement, tout ce cadre, c'était tout nouveau. Donc, Mhm. un peu, tu te dis, ouf, c'est nouveau, mais je me suis sentie à ma place. Mm. Du moins, je me suis vue et je me suis dit, c'est là que je veux m'asseoir. Je veux m'asseoir là où les décisions se prennent. Je trouve que, tu sais, on a parlé un peu de la Prima, plus jeune, qui avait toujours cette envie de poser des questions curieuses, de connecter avec les gens. Je veux pas nécessairement minimiser, mais quand même une certaine facilité de connecter avec les gens d'un peu partout. C'était comme devenu ça faisait partie, ça devenait comme, quelque chose d'intégral dans qui tu étais. Exactement, parce qu'il faut voir la personnalité, c'est certain. En partant, j'ai une personnalité assez. Mmh. Tu peux le voir, Tracy, toi qui es en face de moi. Mais il faut dire aussi que ce sont des choses, c'est comme un muscle, hein. Mmh. Ça se développe. Donc oui, en partant, il y a des personnes qui vont avoir un peu plus de facilité que d'autres, c'est un fait, mais ça se développe. La vie m'a obligée à le développer. Mmh. En partant hors de mon nid familial à cet âge, c'était un peu de la survie au départ. On va pas se mentir. Sinon, tu es dans ton coin, puis tu boudes dans le coin toute la journée, puis il n'y a personne qui vient te parler. Donc, si tu veux que les choses se passent bien, et à un moment donné, il y a un pas que tu dois faire vers les autres, tu dois t'intégrer. Et donc, à force de vouloir essayer de survivre, le muscle a commencé à vraiment s'entraîner, puis c'est devenu une manière d'être. C'est complètement naturel aujourd'hui, je l'avoue. J'aime le fait que tu parles d'un muscle parce que, on parle de réseautage, tu sais, on est un peu à la surface, on va en parler un peu plus profondément, de l'importance de réseauter quand tu arrives quelque part dans un nouveau milieu, dans une nouvelle société, mais il y a des gens tout de même dans leur caractère, personnalité qui sont introvertis. Exact. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent réseauter de la même façon? Ils peuvent réseauter, c'est certain, de la même façon. Pour moi, en mon sens, la réponse est non. Mmh. Parce que nous ne sommes pas les mêmes et on ne peut pas comparer les facilités d'une personne comme moi qui a cette personnalité, qui a eu ce parcours, versus une personne qui a été moins exposée et qui, en plus, peut être introvertie. Donc, à ce moment-là, oui, elle Mmh. peut réseauter, mais elle doit mettre en place des outils qui vont, elle, l'aider à arriver à atteindre ces résultats-là, Mmh. à atteindre ses objectifs. Il faut être conscient de soi. Moi, je dirais Mmh. que c'est la première chose. Être conscient de qui on est et ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre parce que c'est là que ça va être un échec total. Mmh. La deuxième chose, c'est de comprendre le pourquoi je le fais. Mmh. Le pourquoi va vraiment venir nous donner les outils pour faciliter en fait le processus Mmh. quand on est conscient du pourquoi on le fait. Est-ce que c'est simplement pour se faire des amis? Ça me permettra de choisir des événements, des endroits où c'est plus propice. Est-ce que c'est pour chercher un emploi? À ce moment-là, on est dans une autre démarche. Et qu'il faut vraiment venir pour ces personnes-là, c'est très important de placer le pourquoi. Puis ensuite, maintenant, le comment, ça va être avec des objectifs peut-être, on va dire, un peu plus
petits, plus adaptés à leurs capacités parce que le but n'est pas d'aller réseauter puis de se sentir drainé complètement après, de ne rien faire avec ça. Donc, Mhm. pour essayer de trouver du plaisir, on va privilégier les one-on-one pour ce genre de personnes-là, des contacts sur LinkedIn Mhm. pour ce genre de personnes, des forums, des Mhm. plus petits groupes, des ateliers où, avec la voisine ou le voisin d'à côté, on n'aura peut-être pas l'échange avec tout le monde, mais avec le voisin d'à côté en plus petit groupe, on va chercher à ce moment-là cette connexion qui, dans ces cas-là, pour moi, est beaucoup plus profonde, on Mhm. peut dire. Elle est peut-être il y a plus de proximité, c'est beaucoup plus profond parce qu'on se connaît, on sait que au sortir de là, ça ne va pas être nécessairement facile pour nous. On va aller reposter du contenu de quelqu'un qu'on a rencontré, avec qui on a brièvement échangé, qu'on a gardé contact. On peut reposter, liker, commenter et peut-être en inbox dire: «Oh, j'ai vraiment aimé le contenu que tu as posté». Ça permet simplement d'établir, de mettre en fait la table pour poursuivre cette relation de réseautage, cet échange un peu plus Mhm. facilement. Le réseautage est un pont qu'on bâtit. Donc, on va vers l'autre, mais ça permet aussi à l'autre de venir vers nous à un moment donné. Mhm. Donc, il faut simplement bien bâtir le pont en restant authentique, en restant soi-même. Le réseautage étant un pont. Toi, tu Exact. as eu plusieurs ponts à différents moments dans ta vie. Oui. Est-ce que tu veux nous parler d'un moment que tu as réalisé que les années que tu as passées à réseauter, parce qu'on parlait de la prima à l'université Sherbrooke, qui travaillait au sein de la fédération, qui s'est impliquée au sein de la fédération, euh, maintenant une femme de carrière professionnelle qui s'est impliquée à plusieurs niveaux, qui a shake the table à certains moments. Je ne veux pas Oui. enlever le punch. C'était quoi ce moment clé pour toi que tu as Pour réalisé? moi, franchement, Tracy, c'est tout au long du parcours. C'est tous les jours au quotidien. Mm. Des conseils inattendus, des tapes sur l'épaule inattendues, des idées inattendues. Par exemple, l'idée de Kissina Déco, les gens ne le savent pas, Mm. mais c'est par une personne avec qui j'avais réseauté à mon endroit de travail qui est devenu mon ami. Moi, au début, je voulais faire des vêtements. Parce que moi, ce que je voulais, c'était partager l'Afrique. Mm. Et pour moi, le réflexe, c'était de faire des vêtements. C'est cette personne qui m'a dit, qui au début, c'était du réseautage et après, c'est devenu de l'amitié parce que oui, ces personnes deviennent aussi des amis, qui m'a dit: «Non, Prima, c'est pas dans le vêtement que tu dois être, c'est dans la déco». Donc, on ne se rend pas compte. À ce moment-là, ce réseautage a payé. Aujourd'hui, Kissina a vu le jour grâce à ce conseil. Voyez-vous à quel point ça peut être très profond. Donc, pour moi, c'est au quotidien, avec des petits pas. Mais effectivement, il y a des moments où c'est beaucoup plus flagrant que d'autres. Je vais donner un exemple. L'année passée, en 2024, donc c'est assez récent, je finissais un contrat fin 2023 et je n'avais pas d'autre contrat. Donc, j'étais Mm. ici chez un client de la place et j'avais une belle relation avec mes collègues. Et mes collègues étaient inquiets. «Bah oui, Prima, tu quittes, tu n'as pas autre chose?» Je disais: «Oh, bon, ça va aller, c'est les Noël, je vais passer Noël tranquille». Et il y a un collègue qui va faire quelque chose de surprenant, qui va aller sur son profil LinkedIn à lui, il va faire un beau mot. Si vous cherchez une consultante en technologie, en tout cas un très beau message, contactez Prima Mabonzo, il me tag. Il ne m'en a jamais parlé. Grosse surprise, je reçois une notification LinkedIn, un tag. Je lis, je dis waouh, un petit commentaire, merci infiniment. Je l'ai vu au bureau, je dis wow, toi là, merci, je t'adore. On est passé à autre chose. 3 mois plus tard, il y a une recruteuse qui me contacte, puis ça se passe bien, le processus. Puis là, je lui demande, mais où as-tu entendu parler de moi? Elle me dit que c'est lorsque ce collègue avait fait ce poste, elle le suivait, puis elle allait sur mon profil, elle s'est intéressée, et ceci a emmené cela. Donc, Mm. j'étais comme, voyez-vous comment le réseau, je n'ai rien demandé, mais lui, à cause de la relation authentique qu'on avait bâtie au travail, ben, il a eu à cœur de le faire. C'était sa manière à lui de redonner, sa manière à lui de me soutenir. Mm. Et donc, c'est ça le réseau, en fait. Mm. C'est que ça va venir d'un endroit, d'un moment, d'un canal que tu ne t'y attends pas. Et parfois, ça se passe en une fraction de seconde, mais ça change tout. Ça peut changer tout. Exactement. Puis, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que on voit souvent le réseautage comme quelque chose de stratégique, quelque chose qu'il faut planifier. C'est un peu presque inauthentique, des fois, les gens pensent, et c'est comprenable parce que peut-être, oui, pour certains, il y a une partie stratégique dans le networking, mais tu parles beaucoup de l'authenticité et du bon cœur des gens à travers les relations que tu as développées. Et je me demande, pour toi, ultimement, le networking, c'est quoi la monnaie que ça procure? C'est quoi la richesse?
du Pour networking. moi, la richesse que ça procure est inestimable. On ne peut pas la quantifier en valeur monétaire. Par exemple, ce contrat que j'ai eu m'a permis carrément de me nourrir, de payer mes factures. Mm. Mon collègue, on ne peut pas quantifier. Donc, ça déjà, c'est la chose, c'est que c'est inestimable. C'est le seul mot que moi, je peux mettre. Ça ouvre des accès. Ce sont des accès, ce sont des portes vers des opportunités cachées qu'on ne soupçonne pas, des portes vers des personnes qu'on n'aurait pas pu rencontrer en allant à l'épicerie ou en faisant simplement notre 9 à 5. Le réseautage est un levier puissant. Oui, il se doit d'être stratégique peut-être dans le choix qu'on va faire, des endroits où on va partir. On est totalement d'accord. Comment on va se tenir, c'est vrai, mais il doit être authentique parce qu'à la fin de la journée, ça doit être nous. C'est-à-dire que cette scène-là, si on la refait 1000 fois, ça doit être toi. Mm. Tu ne dois pas être en train de faire un script. Tu n'es pas, c'est pas du acting, tu n'es Mm. pas un acteur, tu dois être toi. Mais évidemment, tu dois chercher, tu dois sélectionner, ça doit te parler. Plus ça te rejoint, plus ça te parle, plus c'est ta cause, la cause te rejoint, plus tu l'épouses, plus tu es toi et plus tu donnes ton meilleur et avec plaisir. Et c'est ça qui, avec le temps, va donner des résultats, va avoir un écho que tu ne peux pas imaginer. Donc, voilà. Merci, Prima. Je trouve que c'est vraiment, comme tu l'as dit, inestimable. Tu as donné beaucoup de gems, j'aime dire. Tu as quand même voyagé souvent depuis très, très jeune. Fait qu'il y avait des perspectives différentes par rapport à la société d'accueil. Parce que je pense que des fois, les gens ont cette perception que c'est Québec versus the world, puis que le monde qui se tient à l'extérieur, ben, tout est pareil. Mais c'est pas, c'est un choc de déménager. Moi, je me rappelle, ma mère a déménagé à Toronto, puis j'hésitais beaucoup à la suivre. Puis un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je vais y aller. Je me suis levée à 19 ans. OK, c'est beau. Je me suis La grosse mindée, affaire. là. Puis j'ai déménagé à Toronto. Puis je me rappelle parce que dans le temps, Google Maps, c'est la même chose que tu disais. Je mettais mon adresse, je mettais Google Maps, 600 kilomètres. Je me disais, oh mon Dieu, j'ai déménagé à 600 kilomètres. This is crazy. Puis quand j'ai déménagé là-bas, puis on habitait comme dans un immeuble assez haut, mais avec une très Très belle. belle vue. Puis j'ai regardé dehors, je me suis dit, wow, genre, je suis à 600 kilomètres and I'm okay. I survived. I survived. Je comprenais rien tu sais, c'est une province anglophone, obviously. Mais il y avait beaucoup de gens de communauté jamaïcaine, donc j'étais pas habituée à l'accent. Fait que les gens me parlaient dans l'ascenseur, puis j'étais comme, oui, sure. Je Comme si comprenais tu rien. comprenais, alors que Je tu comprenais comprenais. rien. Ça m'a fait ça quand je suis arrivée au Québec. Oui, j'étais Rassure-toi. comme, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, premier cours. je Tu comprenais. rentres là, tu es fatiguée après le Ouais. cours. J'étais comme, je comprends rien. Mais de voir comment je m'immersais dans une société qui était à 600 kilomètres de chez moi, puis que tout allait bien, puis que oui, c'est différent, puis oui, les gens parlent anglais, puis c'est correct, on va survivre. Fait que ça m'a vraiment donné le goût de déménager ailleurs et n'importe où. Donc, ce volet-là, cet aspect-là un peu de ton histoire, que tu as déménagé dans plusieurs pays, je trouvais ça intéressant parce que ce sont tous des pays différents, Exact. des sociétés d'accueil différentes. Donc, qu'est-ce que tu as appris un peu de chacun de ces pays qui t'ont amené à, quand tu arrives à Sherbrooke, it's a cake, rendu là. Ouais, c'est vrai quand même qu'il y a eu cet aspect comparé à... Ça m'a amené la facilité d'adaptation, ça m'a amené l'autonomie, Mm. ça m'a amené là où les autres avaient peur, moi je n'avais pas peur. Mm. Been there, done that, one more, OK, Mhm. bring it. C'était un peu ça. Donc oui, ça c'est vrai, surtout quand je compare avec mes amis à l'époque qui étaient restés dans le cocon familial. Mm. La différence entre nous était complètement flagrante Mm. dans nos approches, dans nos décisions. Moi, j'avais beaucoup plus le focus. J'étais vraiment focusée sur ce que j'étais venue faire. Je ne me laissais pas distraire. Been there, done that. On va dire, ouais, il y a une soirée de ceci. Been there, done that. D'accord, parce que tu as quitté les parentaux. Donc, cette immersion-là, au début, quand tu commences à vivre seule, Mhm. been there, done that. So, donc, ça, c'est sûr que oui, les communautés ne se ressemblent pas, mais elles ont quelque chose en commun, l'humain. Mm. Ça, c'est ce que je dirais. Et quand on arrive à comprendre comment fonctionne cet humain dans cette communauté, quels sont pour lui ce qui est acceptable pour cette personne, c'est que, de manière générale, je prends la personne, le persona, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, comment les choses se font. Simplement, je vais prendre l'exemple, la poignée de main. Moi, d'où je viens en Afrique, on ne tend pas la main aux adultes, aux personnes plus âgées que nous. C'est mal poli. Ici, la poignée de main, non seulement tu la tends, mais elle doit être ferme. Ferme. Donc, ce sont des petites différences, comme la même chose peut être interprétée
d'une manière ou d'une autre, dépendamment de où tu es. Donc, moi, je dirais que les différences vont être là. Les barrières à l'entrée, si on peut appeler ça, vont être vraiment dans le décryptage, dans le décodage de ces codes culturels-là, mais pas pour le reste, ça va être la même chose dans un environnement différent parce qu'à la fin, c'est l'humain. Tout ce qu'il veut, cet humain-là, c'est que tu parles à son cœur, que tu sois authentique, que tu parles à son cœur, puis c'est de cœur à cœur par la suite. Donc, moi, je dirais que c'est ça, là. Oui, c'est vraiment beau qu'est-ce que tu viens de dire. Ça me fait penser aussi, on est à Montréal, Oui. dans une belle ville de festivités. On a des touristes d'un peu partout, des gens qui parlent, je pense que c'est la norme à Montréal de parler un minimum de 2 langues souvent, Oui. je dirais même 3 Oui, très il y en a qui souvent. parlent même espagnol. Exactement, donc on a des gens qui sont souvent trilingues. Il y a cette barrière-là aussi des fois par rapport à la langue et par rapport à l'accent, qui empêche les gens de vouloir, aller vers l'autre. Puis je me dis, j'ai plein de choses que j'aimerais dire, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce que toi t'en penses? C'est certain, on va pas commencer à se mentir. On a des accents différents. Ça, on va mettre ça clair. On a des accents différents, mais pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas une barrière. Mmh. C'est une richesse. Mmh. Dès qu'on accepte que cette personne, le fait qu'elle ait un accent différent ne fait pas d'elle une personne différente, aujourd'hui, là, la barrière à ce moment-là vient tomber. Dans tous les pays où je suis partie, mon accent était... Les personnes pensaient que, ah, t'as un accent différent, mais moi aussi, j'étais comme, mais ouais, vous aussi, vous avez un accent différent. Tout dépend de l'oreille qui, Ouais. qui entend. Mais une fois qu'on regarde l'humain et qu'on ne se focalise pas sur l'accent, et après, parfois, il y a l'historique. Une personne qui parle 3 langues, excusez-moi, elle peut pas avoir un accent d'un Français de France. Mais c'est normal, mais regarde la richesse de cette personne-là Mmh. comparée à un Français de souche né, grandi en France qui ne parle que le français. Donc, il faut aussi comprendre que pour moi, ces accents deviennent en fait des richesses. Plus je n'arrive pas à détecter ton accent, plus pour moi, tu n'es pas d'ici, tu viens d'ailleurs, mais tu viens peut-être même de plusieurs endroits ailleurs avant d'arriver ici. Au travers de ton accent, pour moi, c'est aussi la richesse de ton histoire. Mmh. Fait que c'est vraiment une question de perspective. Mmh. Et aujourd'hui, on n'entend plus l'accent. Montréal, c'est ça. On est tous Montréalais. Mmh. On regarde après, on se focalise sur ce qu'on a en commun. Mmh. Ce qu'on a en commun, c'est là où on vit. C'est notre belle ville, Montréal. Notre belle ville, Montréal. Exact. J'ai peut-être une dernière question parce que ce podcast s'adresse, à tous, certes, mais surtout aux gens qui cherchent à s'intégrer, dans de nouvelles sociétés, qui viennent, souvent, créer, heu, ou essayer de se trouver des opportunités, donc à travers le monde, si c'est ici, si c'est ailleurs. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais leur donner en lien avec le réseautage? Le meilleur conseil que je puisse donner en lien avec le réseautage, je l'ai déjà mentionné, c'est de savoir le pourquoi, parce que le pourquoi va te permettre de faire une sélection. Dans un monde où on est inondé d'informations, inondé d'événements, de réseautage, d'organismes, je m'en vais où? Parfois, juste ça, on se sent étourdi, on se sent épuisé. Donc, on veut être au bon endroit, au bon moment, du mieux qu'on peut. On ne peut pas tout planifier, mais du moins, il faut qu'il y ait une sélection assez stratégique en amont. Mmh. La deuxième chose, c'est de décrypter les codes culturels. On sous-estime beaucoup, mais quand on arrive en tant que nouvel arrivant, en tout cas personne qui arrive dans une société d'accueil, on a des devoirs à faire que parfois on sous-estime. Et aujourd'hui, on a accès à toute l'information nécessaire pour s'instruire. On a une part à faire pour aller chercher l'instruction nécessaire. Après, il y a un gap entre la théorie et la pratique. Les réseautages vont nous permettre vraiment de venir mettre en pratique. Et comme j'ai dit, plus c'est nous, c'est-à-dire c'est une cause qui nous rejoint, plus on va être authentique et on va se sentir à l'aise à mettre cela en pratique. Puis par la suite, les relations vont se faire. Et les bonnes personnes vont être attirées par nous et nous allons aussi être attirés par les bonnes personnes. Puis naturellement, les choses vont se bâtir. On ne doit pas forcer. Mmh. On doit rester nous. On doit pas forcer, on doit rester nous et on doit être patient aussi. Je pense qu'on n'a Exact. pas On n'a pas abordé la question de la patience. Comme je dis, toutes ces choses-là, moi, ça s'est pas fait en un jour. Mmh. Pour le collègue, ça s'est pas fait le premier jour quand je l'ai rencontré. Je ne pouvais pas m'imaginer que 2 ans plus tard, parce que j'ai passé 2 ans à cet endroit-là, ceci allait m'apporter cela. J'ai simplement été moi et authentique dans la relation, puis ça a donné. Et ça va venir parfois pas là où on l'attend. Je dirais même souvent Mmh. pas là où on l'attend. Tout ce que j'ai obtenu comme accès, c'était pas nécessairement des personnes de qui je l'attendais. J'aurais pas cru que ça viendrait par ce canal, mais c'est arrivé par ce canal. Donc, beaucoup de patience, pas d'attente. Soyons nous,
ayons du fun, soyons authentiques, mettons-nous en position de qu'est-ce que je peux faire pour toi. Mm. Voilà l'autre chose aussi qui est une clé. Ne nous mettons pas en position de j'attends, je demande. C'est pas que c'est interdit de demander. Non, pas du tout. Mais mettons-nous plus dans une position de qu'est-ce que je peux faire pour toi. Puis à un moment donné, quelqu'un voudra aussi faire quelque chose pour toi, te posera la question ou simplement te verra dans le pétrin, Mhm. dans l'embarras, puis te dira, tiens, je connais quelqu'un ou tiens, j'ai quelque chose pour toi. Et ça va être totalement naturel à ce moment-là. Dernière mini-question, Exact. rapide. Rapide. Si je devais aller networker demain, Mm. où est-ce que tu me suggérerais d'aller? Ben, ça dépend, je te pose la question, Je c'est sais que pourquoi? je savais que tu allais me dire. C'est Je savais pourquoi? que tu allais me dire. Je veux dire, si tu cherches un amoureux, je vais pas te dire d'aller networker dans une banque, je sais pas, un réseautage dans une banque. Moi, j'aimerais dire dans les activités de la GCCM, mais Mais bon, oui, je mais suis un peu je biaisée. voulais. Moi, c'est sûr, c'est mon premier, c'est JCCM. Parce qu'en fait, même dans les activités de la JCCM, tu as un peu de tout. Tu as du beau contenu, tu as du bénévolat, tu as de la belle information et tu as un beau monde. Jeune dynamique. Donc, moi, je dirais JCCM, c'est sûr. Tu viens à Montréal, tu veux vivre à Montréal, JCCM, c'est sûr. C'est certain. Mais comme tu l'as dit, toujours te demander ton pourquoi. Tu vas aller de... Exactement. Voilà. Je pense pas qu'on pouvait terminer sur une meilleure note que ça. Oh, Que de merci, bons Tracy. conseils. Merci. Prima Mabonzo, merci beaucoup, beaucoup d'être venu, de nous avoir partagé ton parcours, tes conseils sur le réseautage. Puis je te dis peut-être à la prochaine. On se recroise. Mais On garde nos contacts. On s'ajoute sur LinkedIn. Je réseaute là, tu vois. on met en pratique tout ce qu'on vient de discuter, Tracy. Je dirais tout le plaisir est pour moi. Merci à toi pour cette belle entrevue. Merci à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre pour que ceci se fasse. Merci à Émilie qui a eu le plaisir de m'inviter. Merci Émilie et merci à la JCCM, Oui. un organisme de cœur pour la jeunesse montréalaise. Moi, je suis JCCM++. Moi aussi, certainement. Merci. Merci.